Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Cette semaine, on assiste à un événement majeur dans le sens où ça faisait depuis la crise Covid où ça n'était pas arrivé, donc potentiellement on va se retrouver à nouveau dans un énorme cycle inflationniste qui va se déployer au cours des prochains mois et des prochains trimestres. Pourquoi est-ce que je vous annonce ça? C'est parce qu'on a un breakout qui a lieu sur la classe d'actifs des matières premières. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Vous allez voir, ça faisait 2 ans et demi qu'on avait quitté ce cycle inflationniste. Et potentiellement, on est en train de repartir les deux pieds dedans. Donc vous allez voir pourquoi je pense que c'est reparti pour un tour. Allez, on commence la vidéo. Analyse du BTC, on est toujours sur du mensuel. Donc là, vous le voyez, le mois de juin est un mois ultra stable avec une extrême faible volatilité. On est à proximité des plus hauts, donc la résistance on peut la mettre là, on peut la mettre là. L'idée c'est que vous la comprenez, c'est que là il va falloir que la volatilité se calme autour des niveaux actuels. Donc juin, peut-être juillet et août, si on pouvait rester sur des barres comme ça là en mensuel qui sont extrêmement faible en termes de fluctuation, on aurait quelque chose d'explosif pour la suite. Et je vous rappelle qu'en mensuel, le BTC est ancré dans ce magnifique canal en pointillé et qu'on a encore beaucoup de potentiel de hausse face à nous. Je vais vous passer ça maintenant en hebdomadaire pour que vous voyez un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Et là, on voit que contre la résistance, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines d'extrême faible volatilité sur le BTC. Ça veut dire que là, concrètement, le moment où on a un breakout en hebdomadaire, c'est potentiellement le top départ de la nouvelle grande vague de hausse sur le BTC. Donc vraiment, affaire à suivre. C'est comme on dit, le calme potentiellement avant la tempête, mais la tempête haussière, puisque le fond de ce marché est un fond de marché haussier et non baissier. Donc je reste très optimiste sur cette classe d'actifs pour la deuxième partie de l'année 2025. On va passer maintenant sur l'Ethereum. L'Ethereum, on a toujours ce mois de juin ici où on stabilise. On n'est pas encore sur le haut de ce range. Vous voyez que là, on pourrait dire le bas de range est là. On a rebondi. On est en train d'aller chercher potentiellement le haut de ce range. Et en plein milieu, on consolide. Donc cette consolidation, je vous la passe en hebdomadaire. Donc je fais un zoom. Et vous voyez qu'en hebdomadaire, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines qu'on est en train de consolider dans ce qu'on pourrait appeler un petit drapeau. Voilà. Donc à partir du moment où on va commencer à casser par le haut, on pourra aller rejoindre le haut de ce range, ce qui nous permettrait éventuellement de dessiner une épaule, tête, épaule inversée de continuation de tendance, ce qui permettrait tout simplement de rester sur cette optique. On est dans un canal aussi en pointillé, on était ici sur le bas de ce canal et on pourra aller chercher le haut de ce canal courant de l'année 2026. Et quant au XRP, il continue tout simplement à nous ravir dans le sens où la volatilité se contracte de plus en plus. On est potentiellement dans la construction d'un petit canal de continuation de tendance. Donc ça, c'est vraiment des structures qui sont explosives. Donc vous le voyez en mensuel, on a eu 1, 2, 3 mois de très très puissante hausse. Donc là, on est dans la logique où pendant plusieurs mois, le XRP devrait continuer à consolider. Et si on a le breakout sur des nouveaux plus hauts, là, on pourra s'attendre à ce que le XRP nous enregistre à nouveau une vague qui va en étonner plus d'un, sauf les gros fans de XRP qui attendent ce moment depuis des années et des années. En même temps, ce magnifique triangle chartiste, il est annonciateur, à partir du moment où on a eu le breakout, là, il est annonciateur d'un énorme mouvement haussier. Donc affaire à suivre, je reste toujours très optimiste sur le XRP. Ça fait partie des gros accidents potentiels de richesse pour l'année 2025-2026. Alors cette semaine, j'ai envoyé un petit email en privé à ma communauté. Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste email, le lien est en description. Et je parlais non pas de la diversification d'un portefeuille sur différentes classes d'actifs, les cryptos, les matières premières, les actions, les obligations, etc. Mais sur la diversification sur une seule classe d'actifs que sont les actions. Il faut savoir qu'une action a une personnalité. Chaque action a sa personnalité. Et donc elle a sa volatilité. Et on parle de risques spécifiques. Donc une entreprise, une action peut avoir des périodes avec un profit warning et un gap baissier, ou au contraire une publication sur résultat avec un gros gap haussier.
on parle de risque spécifique. Et toutes les études académiques ont mis en avant que si vous détenez 10 actions en portefeuille, vous baissez de 65% ce risque spécifique d'une action. Et le chiffre magique, le chiffre qui est optimal, c'est 15 actions. Avec 15 actions, vous diminuez le risque spécifique du portefeuille qui serait lié à une seule action, vous le diminuez de 80%. Et au-delà de 15 actions, il va falloir vraiment en ajouter beaucoup pour diminuer significativement ce risque spécifique. Donc toutes ces études académiques, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent simplement 15 actions en portefeuille, c'est le chiffre magique. Eh bien, quand j'ai set up mon hedge fund, toutes les recherches que j'ai fait, tous mes backtests, toutes les études que j'ai mis en place, je suis tombé sur cet exact même chiffre magique. Et c'est pas parce que j'avais conscience que 15 actions, j'avais déjà lu ces études académiques, mais j'étais pas dans l'idée de reproduire une étude académique, j'étais juste dans l'idée de trouver le meilleur cocktail pour avoir ce ratio que vous voyez ici entre rentabilité et perte maximale, ce qu'on appelle le drawdown. Et là, vous voyez que si on regarde juste ce portefeuille de 15 actions, donc là, il n'y a rien d'autre que des actions. C'est juste le système qui exploite plusieurs anomalies de marché. Et 15 actions, c'est le meilleur profil de rentabilité que j'ai réussi à trouver. C'est la meilleure recette, entre guillemets. Si on commence à ajouter plus d'actions, on va avoir moins de rentabilité pour pas forcément moins de max drawdown ou moins de volatilité. Si on commence à diminuer le nombre d'actions, on va avoir un petit peu plus de rentabilité, mais le drawdown et la volatilité de ce portefeuille va augmenter. Et donc, j'en suis arrivé exactement au même résultat, à la même conclusion que toutes ces grandes études académiques qui ont été menées par des grands chercheurs sur les grandes universités américaines. Donc c'était juste étonnant. Enfin, c'est étonnant et non, ce n'est pas étonnant en même temps, mais je suis arrivé exactement à la même conclusion de mon côté. Donc là, l'idée que j'ai réussi à réduire ce risque spécifique sur uniquement une seule classe d'actifs que sont les actions, c'est d'ajouter maintenant d'autres classes d'actifs pour réduire le risque spécifique de chaque classe d'actifs. Donc, tout ça permet tout simplement d'abaisser la volatilité du portefeuille et les max drawdown. Et là, on arrive donc tout simplement à une rentabilité qui est quasiment celle du portefeuille d'actions, sauf que là, il y a d'autres classes d'actifs dedans, sauf que vous voyez que le max drawdown, on l'a baissé de quasiment moins 40%. On passe à le pire drawdown, il est à moins 11,4%, alors que là, le max drawdown était à moins 15,5%. Donc, vous voyez comme l'idée, quand on construit un portefeuille, on va partir sur chaque classe d'actifs, on va voir comment on peut réduire le risque, la volatilité en combinant certains éléments et ensuite on va associer tous ces éléments de manière à avoir quelque chose d'extrêmement antifragile et ça va nous permettre d'avoir un portefeuille qui nous expose au potentiel de performance d'un spéculateur professionnel tout en ayant l'arbitrage mensuel d'un bon père de famille puisque ce portefeuille-là ne nécessite qu'un seul arbitrage mensuel. Je vous rappelle que je vous transmets toutes ces positions chaque mois, le premier de chaque mois, les arbitrages que je fais pour l'ouverture des bourses américaines, je vous les transmets en avance, mes ordres, et vous pouvez répliquer ce portefeuille le temps qu'il va me falloir pour auditer et faire les track records pour setup mon hedge fund. Donc ça devrait prendre entre 4 et 7 ans. J'imagine que 4 ans sera la bonne période. Mais voilà, si vous voulez me suivre dans cette aventure, sachez que vous le pouvez, le lien est en description pour pouvoir reproduire et avoir accès à mes prises de position en temps réel sur le portefeuille All Weather Impulsion. Alors le gros événement de cette semaine, c'est le breakout qui est en train d'avoir lieu sur les matières premières. Donc le DBC, c'est un indice, un panier large de matières premières qui va prendre en compte des matières premières liées à l'agriculture, aux énergies, aux métaux, etc. etc. L'idée là, c'est qu'on a eu, pendant la crise Covid, là, un énorme bull market, une énorme avancée qui a généré une grosse vague inflationniste. Vous voyez que sur les matières premières, on a fait quasiment 200%. Et depuis l'été 2022,
tout simplement, on est en digestion. On est en digestion de cette hausse. Et vous voyez que là, la digestion, on arrive sur la fin. Pourquoi? Parce qu'on voit que la partie de ping-pong, là, elle est en train de se dessiner très proprement avec une volatilité qui est en train de bien, qui s'est bien tassée. Et c'est pour cette raison que ça fait plusieurs mois qu'à chaque fois que je vous parle de cette classe d'actifs, j'ai beaucoup plus une vision d'accident positif vers le nord que vers le sud. De mon point de vue, hein, mon scénario, c'est qu'on est reparti dans un cycle inflationniste qui devrait durer de 10 à 15 ans et qu'au sein de ce cycle inflationniste, on aura des poussées inflationnistes suivies de poussées déflationnistes, mais que ces poussées inflationnistes seront bien plus fortes que les poussées déflationnistes. Donc là, la poussée entre guillemets déflationniste, qui est tout simplement la digestion de l'impulsion, là, elle a duré quand même, allez, 1, 2, 3 ans, 3 ans et demi. Et là, vous voyez que cette semaine, là, la semaine en date de cette troisième semaine du mois de juin, on a un breakout qui est en train d'avoir lieu. Donc là, vous le voyez, c'est très clair, c'est très net. En hebdomadaire, boum, on a clôturé au-dessus. Je vais vous passer ça en mensuel. Là, en mensuel, on a vraiment cette image à très long terme des matières premières. Depuis 2008, les matières premières sont dans un marché baissier. On a cassé ici ce cycle, on a renversé le cycle et on est potentiellement reparti dans un nouveau grand bull market pendant le mois de janvier 2021. On a eu boum cette grosse poussée et là on a largement consolidé. Et vous voyez que le mois actuel, qui est le mois de juin, il est toujours en cours, hein. On a 9 jours de la clôture de ce mois-ci, on est sur une tentative de breakout. Donc on a le breakout en hebdomadaire qui est effectif cette semaine et ça nous lance sur une potentialité de breakout en mensuel. Donc si à la fin de ce mois on a cette bougie qui est validée au-dessus, potentiellement on pourrait assister à une nouvelle grosse envolée des matières premières. Et potentiellement, ça veut aussi dire que dans le portefeuille All Weather Impulsion, qui est le noyau dur de mon futur hedge fund, mon projet de hedge fund, on devrait avoir cette classe d'actifs qui va rentrer en portefeuille au 1er juillet. Il y aura tous les arbitrages. Donc voilà, ça fait partie des événements marquants, hein, puisqu'on n'a absolument aucun signal de prise de position, d'achat, hein, sur cette classe d'actifs depuis de nombreux trimestres et de nombreuses années. Hein, ça fait plus de 2 ans et demi. Et là, on est en plein dedans. Donc gros événements marquants en date de l'été 2025. On va voir, hein, si le mois de juin finit sur cette belle note, mais potentiellement, si ça finit dessus, derrière, on peut avoir plusieurs trimestres d'envolée sur les matières premières, ce qui signifiera aussi, hélas, une envolée aussi sur le prix des matières premières, donc le caddie qui va coûter plus cher, l'essence qui va coûter plus cher, etc., etc. Analyse de l'or côté contre du dollar américain. On est toujours sur la structuration de cette belle tasse et anse. Donc là, on serait en train de construire la dernière partie, hein, de cette figure de continuation de tendance haussière. C'est vraiment des figures typiques de bull market. Hein. On est sur l'hebdomadaire. Donc là, vous voyez que là, cette semaine, on a stabilisé. Donc la semaine dernière, je vous avais expliqué que potentiellement on avait la tasse et là, on serait en train de contracter la volatilité contre le pivot là et que d'ici potentiellement le milieu du mois de juillet, on aurait enfin une structure qui serait finalisée de tasse et anse. Alors certains appelleront ça un triangle chartiste en faisant quelque chose comme ça. Peu importe, l'idée c'est toujours la même. On a une première vague de correction avec de la volatilité et ensuite on calme cette volatilité contre une résistance et on casse la résistance et ça relance une vague d'impulsion. Donc deuxième chose à remarquer, hein, et ça voilà, je vous l'ai expliqué au moment où c'est arrivé. Donc là, on change de régime. Au début, on était dans un régime contenu dans ce canal en pointillé. Donc voilà, imaginez des vitesses sur votre voiture. On était en 4e vitesse. Là, boum, on passe en 5e vitesse, donc on accélère. Et ça veut dire que potentiellement, on pourrait avoir un mouvement en climax run qui va quelque chose qui devrait s'accélérer. Si on a le breakout ici, on pourrait voir l'or commencer à verticaliser sa hausse. On va passer maintenant sur l'or côté contre de l'euro. Donc là, vous voyez que sur l'euro, vu que l'euro est un petit peu plus fort que le dollar en ce moment, on n'a pas cette verticalisation, on reste dans ce canal en pointillé, donc on reste stabilisé sur la même vitesse, hein, de votre voiture. Et on a là la tasse et potentiellement l'anse là, qui est en train d'arriver à maturation. Donc peut-être que l'or breakera, enregistrera un premier signal
sur leur côté contre de l'euro avant d'enregistrer le signal sur leur côté contre du dollar. Et ça voudra simplement dire que eh bien, l'euro face au dollar s'affaiblit. Donc vous le savez, avec les histoires de Trump, le dollar s'est fortement affaibli, l'euro face au dollar a fortement monté, donc le dollar s'est affaibli, mais du coup à un moment donné il va y avoir un rééquilibrage et potentiellement dans les semaines à venir, si ce rééquilibrage a lieu, donc que l'euro repère en valeur face au dollar, ça voudra dire que l'or lui il va booster d'autant plus face à l'euro plutôt que face au dollar. Donc potentiellement on pourrait avoir ce signal de top départ qui se met en place sur leur côté contre de l'euro avant leur côté contre le dollar. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez que la logique, le fond de la logique reste exactement la même. On est dans un bull market sur l'or, on a une structure de consolidation qui arrive à maturation, on est sur la fin là, on a vraiment... Alors, je sais, on reprend toujours dans les commentaires, maturité, maturation, on s'est compris, on est sur la fin de la construction de cette belle petite pattern, on a la volatilité qui se contracte, et ça c'est vraiment très 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 bon pour la suite de ce scénario aussi. Analyse du SP500, on part de cette vue en mensuel, on est à 9 jours de la fin de cette barre en mensuel, vous voyez qu'on est toujours dans cette structure de latéralisation au sein d'un énorme bull market de plus d'une décennie. Ça fait depuis la crise des subprimes qu'on est en bull market, donc bien entendu comme on a vraiment bien monté depuis 2023, on se retrouve dans une séquence de plusieurs mois, voire plusieurs trimestres, où on latéralise. La première vague de correction étant généralement la plus forte et la plus volatile, eh bien en principe elle est derrière nous, ce qui veut dire que là, moi en tout cas, mon image mentale, c'est que la volatilité va se tasser autour du pivot, donc des plus hauts historiques. On va faire un tout petit zoom, maintenant on va passer en hebdomadaire pour voir ce qui s'est passé cette semaine. Il ne s'est pas passé grand chose, vous voyez. Petite semaine de baisse, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, 5 semaines où il ne se passe pas grand chose. On a ce petit gap qui a été ouvert là et qui en principe devrait servir de zone de support et pourra être comblé au cours des prochaines semaines. Mais vous le voyez, le scénario que je garde à l'esprit, c'est tout simplement une digestion de la volatilité suite au tarif de Trump. On a eu vraiment quelque chose en V-bottom, un petit peu comme ce qu'on a vécu pendant le Covid. Là, boum, on remonte et la volatilité devrait se calmer sur ces niveaux-là. Si on regarde maintenant sur le Nasdaq, l'image est à peu près la même. On a les tarifs de Trump, on rebondit. On a ce petit gap haussier qui a été ouvert et qui devrait servir de zone de support. Et une volatilité qui devrait se calmer entre le pivot et la zone de support. Donc ça, c'est le scénario que je privilégie. Et je vous rappelle qu'en mensuel, c'est exactement la même histoire. On est depuis la crise des subprimes, depuis 2008, dans un énorme canal haussier et on stabilise. Stabilisation qui devrait durer peut-être encore un trimestre, quelques mois, peut-être 2 trimestres, on verra. En tout cas, l'idée, c'est que la volatilité se tasse. Allez, on passe maintenant sur le marché européen avec le CAC 40, l'indice français, donc toujours en mensuel. Cette idée, on est vraiment dans un grand bull market, alors ça ne monte jamais comme ça à la verticale. Mois après mois, bien entendu, ce serait beaucoup trop facile, donc il y a beaucoup de fluctuations, mais vous voyez que là, le cap, on reste toujours dans un bull market séculaire. Là, ça fait 1, 2, 3 mois, vous voyez, on a eu une partie de ping-pong entre le bas du range et le haut du range. Là, ça fait 2 mois qu'on stabilise, et il y a 3 mois, donc le fameux mois d'avril des tarifs de Trump, on a eu ce pic de volatilité, on est allé chercher très bas, on est remonté très haut sur le tiers supérieur du range, et donc là, l'idée, comme sur le marché américain, c'est qu'on espère voir la volatilité se tasser et se calmer autour du pivot, de la résistance historique. Et vous voyez que ça fait 2 mois, là on est à 9 jours de la clôture du mois de juin, ça fait 2 mois qu'on est en train de stabiliser cette volatilité. Je vais faire un petit zoom en hebdomadaire maintenant. Donc là, ce que je vous ai tracé en bleu, c'est ce que je garde à l'esprit. Donc maintenant, en principe, toutes les corrections devraient être inscrites dans une baisse de la volatilité et suivre idéalement ce que je vous ai dessiné en bleu. On va passer maintenant sur le DAX. Alors le DAX, je vous le mets en mensuel. Là, la différence avec le marché français, c'est que le DAX est en train de partir dans un mouvement
qu'on appelle Climax Run, un mouvement parabolique, on le voit en mensuel. Donc le mois en cours est un mois de stabilisation, mais le mois de mai était déjà sur des nouveaux plus hauts historiques et on voit depuis 2022-2023, on est en train de verticaliser bien cette hausse. Donc là, on stabilise actuellement le mois de juin et si je vous fais un petit zoom en hebdomadaire, vous voyez que là, cette semaine, on a baissé et en principe, ce que je vous ai dessiné en bleu, la petite ligne en bleu, devrait être comme ce que l'on observe sur le marché américain, caractérisée par une baisse de la volatilité et une partie de ping-pong entre le pivot le plus haut historique et éventuellement cette zone actuelle. Donc, bilan, on est toujours dans un sentiment de marché de fond qui est un grand bull market et à moyen terme, donc ça c'est à long terme, mais à moyen terme, on est toujours dans des histoires de range qui pourraient durer de quelques semaines à peut-être un trimestre, voire 2 trimestres dans le scénario le plus défavorable. En général, on a cette saisonnalité qui est le sell in May and go away, donc entre mai et octobre, on a statistiquement des performances boursières qui sont moins intéressantes qu'entre octobre et mai. Donc c'est d'où le vendre en mai et racheter en octobre. Peut-être qu'on est dans ce type de situation et comme on le voit sur le SP500, en octobre ici, on pourrait peut-être avoir la fin de cette zone de contraction de la volatilité et partir sur un bull market, nouvelle jambe haussière à partir de novembre. L'avenir nous le dira. En tout cas, voilà l'analyse du sentiment de marché que j'ai, c'est mon point de vue sur les marchés américains et européens. Et enfin cette semaine, vous allez recevoir un email particulier avec la petite anecdote, ma relation avec le hedge fund manager qui m'a accompagné dans toute la création de ce nouveau grand projet qui est la création de mon propre fonds spéculatif. Et j'ai intitulé cet email « J'ai été sa chose ». Expérimental, donc vous verrez, vous allez découvrir la petite anecdote cette semaine. Si vous voulez recevoir cet email en privé, le lien est en description. Vous pouvez rejoindre ma liste email, vous avez simplement besoin de confirmer votre inscription et ce sera ok, vous pouvez vous désinscrire à tout moment de ma liste de diffusion d'emails.